Aujourd'hui, je vais vous parler d'une technologie méprisée, malmenée, marginalisée, mais que j'affectionne particulièrement, c'est Angular. Et alors, je vais vous dire la preuve que cette techno, personne, tout le monde s'en fout, c'est que même le grand Graphic Art n'a même pas fait encore de formation là-dessus sur sa chaîne YouTube. Donc, ça montre à quel point cette techno, les gens, ils n'en ont pas grand-chose à foutre. Alors moi, je la trouve vachement bien, cette techno, et je vais essayer de la défendre un peu aujourd'hui, et je vais surtout essayer de remonter aux causes du pourquoi. Pourquoi cette technologie, finalement, elle est un peu boudée aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lior Chamla, développeur et formateur depuis 2009, et vous pouvez me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, Twitter, YouTube, Twitch, et je vends mes formations vidéo sur mon site Web Develop Me, où on parle principalement du framework back-end Symfony, mais qui sait peut-être bientôt d'autres technologies, et pourquoi pas même Angular. Moi, j'aime beaucoup Angular, donc le jour où je me sens prêt, vous en aurez peut-être une formation là-dessus. Alors tout d'abord, quelques petits rappels, parce que j'aimerais quand même m'adresser au plus large public, y compris à des juniors ou même des gens qui ne font pas encore d'informatique. On va parler ici de technologies qui servent à créer des applications front-end. C'est-à-dire ce sont des applications qui ont lieu au sein même du navigateur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une application front ? Dans une application front, vous avez deux domaines en réalité sur lesquels vous allez vouloir vous concentrer, qui vont composer votre application. Ces deux domaines, c'est en premier lieu l'interface, le visuel que vous, moi, ma petite sœur, ce qu'on voit dans notre navigateur, et vous avez les données et les traitements. Par exemple, si vous êtes sur un calculateur d'impôt, il va y avoir des traitements de calcul qui vont vous donner des résultats, ce genre de choses. Ou pourquoi pas sur une validation de formulaire pour vous dire, voilà, ton email, il n'est pas valide, ou ce genre de choses. Alors, le domaine de l'interface, vous le savez sans doute, et la plupart du temps, et même je dirais au niveau du navigateur, c'est toujours géré par HTML. Alors qu'au niveau des données et des traitements, on va travailler plutôt avec le langage JavaScript. Chacun ses spécialités, chacun sa mission. Et comment ça va fonctionner le flux un peu des choses dans une application front? Donc, j'essaie vraiment de planter le décor. Vous avez très souvent les données du JavaScript qui vont être projetées dans l'interface, donc on va réellement voir dans le visuel. Et puis, au contraire, vous allez avoir des interactions. Par exemple, si je clique sur un bouton, si je tape un texte dans un formulaire ou si je passe ma souris à quelque endroit que ce soit, je vais avoir des interactions au niveau de mon rendu qui vont me permettre d'appeler des traitements dans mon JavaScript. Et ces traitements, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont calculer, ils vont sûrement même actualiser certaines informations, et ces informations vont pouvoir être reprojetées à nouveau dans le rendu. Et là, ma petite sœur va voir que son mail n'est pas bien formaté, puisque quand elle a tapé son email, le JavaScript a pu vérifier les choses et projeter dans l'écran que c'était pas un bon email, par exemple. Et c'est typiquement ça, une application front. C'est des interactions entre du HTML et du JavaScript d'autre part. Alors maintenant qu'on a planté le décor sur ce qu'est une application front, je vais essayer de remonter aux causes du coup de la problématique Angular. Qu'est-ce qui a causé, selon moi, selon les recherches que j'ai faites, bien sûr, il y a peut-être d'autres choses que je n'ai pas vues et dont je ne vais pas parler et que vous pourrez rajouter, qu'est-ce qui a causé ce mépris, cette espèce de marginalisation de la technologie Angular? Pour remonter, on va remonter au tout début de l'industrie du web. En 1995, Netscape, que les jeunes ne connaissent pas, mais qu'ils connaissent un peu, puisque c'est l'ancêtre quelque part de Firefox, Netscape crée le langage, un petit langage sans prétention, JavaScript, et il l'intègre dans son navigateur. À la base, c'est un tout petit langage de script dont le but est simplement d'amener du dynamisme, de l'interaction et des traitements dans votre HTML, donc dans votre côté visuel, dans votre côté vue. Alors à la base, c'était surtout pour créer des pop-up et afficher des pubs. À cette époque-là, c'était un peu le but principal. Et on va voir que dans les années 2000, en conséquence de la montée en puissance des applications riches, qu'est-ce que c'est qu'une application riche? L'idée des développeuses et des développeurs à l'époque, c'était quoi? C'était d'amener dans le web autant de réactivité, de fluidité que sur une application de bureau. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout est sur le web. Regardez, même mon Discord, je ne l'ai pas installé, c'est une application qui est dans mon navigateur. Même mon Microsoft Office est dans mon navigateur. Mais à l'époque, c'était pas le cas. À l'époque, le navigateur, c'était vraiment visiter des sites web. Alors qu'on avait installé la suite Office. On devait installer notre logiciel de comptabilité. On devait installer un logiciel de traitement de texte. Et c'était sur notre ordinateur. Le but des développeuses et des développeurs dans les années 2000, ça a été un peu de fusionner, de faire le mélange de tout ça en disant « mais non, tout peut être fait dans le navigateur ». Alors évidemment, ça a pris beaucoup de temps, mais on a eu des applications qui ont commencé à se créer sous ce modèle-là. Et donc, avec la montée en puissance de ces applications riches, est venue la montée en puissance de ce qu'on appelle les single page applications. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est très simple.
Le but, c'est de vraiment simuler le fait qu'on ait un site web entier, donc avec des différentes adresses, différents affichages de pages dans lesquels on peut naviguer, alors qu'en réalité, nous sommes sur un seul fichier HTML et c'est uniquement le JavaScript qui va faire semblant, si vous voulez, qu'on navigue d'une page à une autre en supprimant des éléments qui sont à l'écran et en affichant de nouveaux. Et nous, on a vraiment ce sentiment de navigation dans un site, sauf que c'est beaucoup plus réactif. Alors, encore une fois, je vais essayer de rentrer dans le détail ici pour ne perdre personne, y compris les personnes au sens le plus large, hein, les juniors et même ceux qui ne font pas d'informatique. Quand on parle d'une single page application, on parle d'une application dont le but est de ne jamais recharger. Vous savez, cette petite roue que vous avez au sein du navigateur. Et cette petite roue qui, à chaque lien que vous allez cliquer, va se recharger et vous allez voir toute votre page se recharger pour aller sur la nouvelle page. Eh bien, notre but, c'est d'éviter ça pour amener beaucoup plus de réactivité. Alors, si on veut pouvoir gérer ça, il y a 3 piliers sur lesquels on va vraiment vouloir travailler. Tout d'abord, la gestion du DOM et des événements, c'est-à-dire, encore une fois, la première gestion dont je vous ai parlé. Le JavaScript va envoyer des données sur le visuel et quand il va y avoir des événements qui vont se passer au niveau du visuel, des clics, des frappes au clavier, etc., eh bien, on va vouloir, encore une fois, faire travailler le JavaScript aussi sur des traitements qui vont, encore une fois, mettre à jour le visuel. Donc ça, c'est toute la gestion du DOM et des événements. Mais il n'y a pas que ça. Je vous ai dit qu'on voulait simuler le fait qu'on ait plusieurs pages. Donc, on veut aussi pouvoir gérer ce qu'on appelle le routing. Le routing, c'est le fait d'associer à une adresse qui est tapée dans le navigateur, eh bien, un affichage donné dans notre application. Donc, on veut faire croire à ma petite sœur que quand elle change d'adresse, le site change de page. En réalité, c'est pas vrai. C'est toujours la même page, sauf que JavaScript va comprendre que l'adresse ayant changé, il va falloir afficher autre chose à l'écran. Donc ça, c'est quelque chose qui est très compliqué aussi à faire et il va falloir le gérer si on veut faire une page unique, une single page application. Et enfin, vous avez bien sûr la notion de requête HTTP qu'il va falloir gérer. C'est un des très gros, le troisième pilier, si vous voulez, des single page applications, c'est que si on ne veut jamais que la page se recharge, on veut donc jamais finalement que notre navigateur appelle un serveur et recharge la page. On veut au contraire que ce soit derrière le rideau JavaScript qui appelle le serveur pour récupérer certaines données qui vont venir ensuite être traitées et être affichées à l'écran. Donc les 3 piliers sur lesquels on s'appuie pour créer ces single page applications, c'est d'une part la gestion du DOM, donc vraiment le visuel, le fait d'afficher tel élément et d'en cacher tel autre. Ensuite, le routing, le fait de pouvoir comprendre quelle est l'URL qui est tapée dans le navigateur afin de pouvoir afficher ce que l'on souhaite. Et bien sûr, les requêtes HTTP qui nous permettent d'aller chercher ou d'envoyer des informations au serveur sans que le navigateur recharge la page. Alors maintenant que vous avez vraiment compris ce qu'était, enfin de loin, une single page application, comprenez que c'était la mode et c'est toujours aujourd'hui la mode. C'est vraiment ce qu'on recherche à faire quand on veut faire une application réactive, ok, qui soit attractive et interactive pour les utilisateurs. Alors, en 2012, Google sort une première librairie qui s'appelle AngularJS. C'est la version 1. Ils travaillent dessus depuis 2009. C'est open source aussi. Et là, vraiment, ils sont arrivés à quelque chose de stable. Et donc, en 2012, ils nous sortent AngularJS. Ils nous disent, voilà, on voit bien que vous voulez faire des single page applications, mais on sait aussi que en JavaScript pur, c'est compliqué de gérer tout ça. Et on voit bien que même jQuery, donc la librairie qui avait été une révolution en 2006, tiens, d'ailleurs, ça me rappelle, jQuery, c'est la librairie dont tout le monde se fout, alors qu'en fait, c'était une vraie révolution en 2006. Et pourquoi on s'en fout aujourd'hui? Tout simplement parce que le langage JavaScript a évolué et a intégré toutes les révolutions qu'a amené jQuery directement dans le JavaScript, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de jQuery. Quoi qu'il en soit, en 2012, eh bien, on se penche vraiment sur cette question de comment est-ce qu'on va travailler plus facilement sur les single page applications. Et donc, Google nous sort son AngularJS. Il y avait bien sûr d'autres librairies sur le marché. On parle d'Ember, de Backbone. Il y avait d'autres librairies comme ça qui existaient, mais Google sort AngularJS donc en 2012. Viennent ensuite ses principaux concurrents. Facebook va sortir React.js en 2013. Ils travaillent dessus depuis 2011, mais ils sortent véritablement leur première version au public en 2013. Et bien sûr, en 2014, Eva New va sortir Vue.js. Et vous savez qu'aujourd'hui, ce sont les 3 principales technologies dont on parle lorsqu'on parle de faire vraiment du développement front-end, React, Vue ou Angular. Alors, notez que ici, je n'ai pas parlé d'Angular, j'ai parlé d'AngularJS. Et vous allez comprendre pourquoi je fais le distinguo et pourquoi on fait la distinction entre les deux. Alors, vous vous rappelez les 3 piliers d'une single page application dont je vous ai parlé? Eh bien, notez que les 3 librairies dont je vous ai parlé, AngularJS, React et Vue, ne se préoccupent finalement que de la gestion du DOM et des événements. Alors, c'est déjà bien parce qu'ils vont amener vraiment des révolutions dans ce pilier-là.
Mais quid des deux autres piliers? Eh bien, si vous voulez gérer le routing, eh bien, il va falloir installer d'autres librairies. Si vous voulez gérer les requêtes HTTP, il va falloir là aussi installer d'autres librairies, dont une est très connue aujourd'hui qui s'appelle Axios, qui vous permet de faire des requêtes HTTP. Mais vous voyez que chacun va se concentrer sur certaines choses. Et alors, en 2016, c'est le scandale. Voilà. Le scandale arrive, c'est là que le drame arrive. Google, en 2014, va annoncer la version 2 d'Angular, parce qu'on était à la version 1.3 en 2014, et on se dit, on va aller vers la version 2. Et il annonce qu'en 2016, ou en tout cas dans les années qui viennent, en 2014, va sortir la version 2, et qu'en fait, ça sera un framework. Ah, alors là, vraiment, c'est le scandale, et je vous expliquerai juste après pourquoi, mais avant tout, petit rappel sur la distinction qu'il y a à faire entre des librairies, ce qu'on appelle en français pompeux des bibliothèques, pas des librairies, mais j'appelle ça moi des librairies. Et qu'est-ce que c'est qu'un framework? La librairie est ciblée, limitée. La librairie, elle a envie de répondre à une question particulière, elle veut répondre à une mission particulière. Par exemple, vous prenez la librairie Moment.js, pendant longtemps, son but n'a été que de vous aider dans la gestion des dates. Vous prenez Axios, son but n'est de vous aider que pour les requêtes HTTP. Elle ne fait pas autre chose, elle a une mission, elle se concentre dessus, elle essaye de la faire le mieux possible. Eh bien, du coup, les librairies, leur but, c'est vraiment de répondre à une mission donnée, mais de le faire bien. Plus que ça, une librairie, c'est intégrable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une librairie, vous avez un site web qui existe depuis déjà 5 ans, voilà, il est tranquille. Vous voulez créer une nouvelle fonctionnalité quelque part dans ce site, je sais pas moi, un chat ou un endroit où il va falloir faire de la messagerie ou peu importe en fait, quelle que soit la fonctionnalité que vous avez envie de créer, vous vous dites tiens, j'aurais besoin de telle librairie parce que je vais devoir gérer des dates et c'est compliqué. Hop, j'installe la librairie Moment par exemple et puis je l'utilise à cet endroit-là. Donc sur un site préexistant, vous n'avez aucun problème à utiliser des librairies. Elles sont intégrables à votre site déjà existant. À l'inverse du framework, qui lui est global, c'est-à-dire que lui, il ne dit pas je vais m'intéresser à une mission particulière et je vais bien la faire. Lui, il vous dit non, moi je vais t'aider sur tout le spectre des besoins que tu vas avoir pour créer ton application. Je ne vais pas simplement t'aider sur une partie des choses, je vais vraiment t'aider sur toutes les notions principales dont tu as besoin. Plus encore, le framework va être entre guillemets dogmatique, ce qu'on appelle en anglais opinioned, voilà, opinion, d'accord? Ça veut dire qu'il va vous apporter ses opinions. Vous allez bénéficier de super outils, certes, mais vous allez devoir vous conformer à ces règles, c'est-à-dire tel fichier, il doit porter tel nom, il doit être dans tel autre dossier, puis il doit contenir tel truc. Sinon, ça marche pas. Donc, je te fais bénéficier de superbes outils, je t'accélère drastiquement ta façon de développer, mais par contre, tu dois te conformer à mes règles. Et plus encore, le framework est préalable à votre projet. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire j'ai un site qui existe et telle fonctionnalité, je veux la faire avec tel framework. Non. Si vous voulez utiliser un framework, c'est tout votre site qu'il faudra migrer et le framework en sera, si vous voulez, le squelette. Le framework sera votre site et votre site sera le framework. C'est pas intégrable aussi simplement qu'une petite librairie que vous prenez à un endroit pour faire une fonctionnalité. Donc, vous voyez quand même la grosse différence qu'il existe entre des librairies et un framework. C'est complètement différent. Et donc, on en arrive finalement à comprendre le scandale Angular version 2. Alors, ce scandale, j'essaie de le remonter, moi, on va dire, 3 gros problèmes, 3 péchés capitaux qu'a commis Google par rapport à la première librairie qui était sortie en 2012 et qui, ma foi, marchait très bien, AngularJS 1.3. Et donc, je vais essayer de remonter aux origines du scandale. Le premier péché de Google, c'est d'avoir annoncé en 2014 une refonte d'AngularJS. Non pas une évolution de la librairie, mais une véritable refonte. Et ça a été assez violent, la communauté était très mécontente. Regardez ici, c'est un screenshot de la conférence où, justement, Google, en 2014, lors de la conférence NG Europe, Angular Europe, annonce la deuxième version d'Angular. Et regardez la violence symbolique. Imaginez, vous êtes développeuse, vous êtes développeur, ça fait 3 ans que vous vous formez sur une super techno qui vient d'apparaître qui s'appelle AngularJS. Vous avez même mis en place cette techno dans des projets d'envergure. J'espère ne pas dire de bêtises, mais il me semble que eBay, rien de moins qu'eBay, utilise Angular. Donc, ça veut dire vraiment qu'il y a des grosses boîtes qui utilisent AngularJS à l'époque. Et vous êtes développeur là-dedans, vous avez sué, vous avez pleuré, vous avez appris AngularJS et regardez la conférence. La conférence vous dit clairement, avec des pierres tombales, tout ce que vous avez appris, c'est mort. Ça dégage dans la version 2. Et évidemment, alors cette vidéo est toujours visible. Je vous ai créé un lien bit.ly que vous voyez en dessous là, bit.ly/ng-scandale. Vous pouvez toujours aller regarder cette conférence. Et cette conférence, ça, évidemment, si vous regardez les commentaires, vous allez voir tout ce que je vous dis. Alors évidemment, il y a plein de commentaires qui disent « mais c'est super, elle est trop bien la nouvelle version, je me languis de l'utiliser ». Et vous avez quand même
un certain nombre de commentaires qui rigolent beaucoup moins. Alors, si vous regardez le premier commentaire, il finit carrément par « Je suis déprimé de ces changements ». Le deuxième commentaire commence par « C'est un désastre ». La version 2 est complètement différente. Et vous avez plein de commentaires comme ça. Et alors moi, mon commentaire préféré, c'est celui-là. Celui-là qui montre, et je l'ai tweeté hier parce qu'il est vraiment, il est incroyable, il est presque triste. Il montre le désarroi d'un développeur qui a tout donné entre guillemets pour AngularJS et qui comprend qu'on a cassé son jouet et qu'on va faire autre chose. Et lui, il dit, mais ça marchait bien en fait. C'est ça qu'il nous dit au fond. Il nous dit, si ce n'est pas cassé, ne le réparez pas. Alors évidemment, j'en ai beaucoup rigolé de ce commentaire, mais si je réfléchis et que je me mets vraiment avec empathie à la place de cette personne, je comprends son désarroi. Donc ça, c'est des personnes qui ne comprennent pas que la librairie version 1 AngularJS va être complètement démolie pour faire autre chose. Premier scandale, vous dégagez tout ce que vous connaissez, il faut tout réapprendre. Bon, si c'était le seul. Deuxième péché, eh bien, Google annonce qu'il crée un framework à la place d'une librairie. Et vous vous rappelez, juste avant, je vous ai expliqué les différences. Librairie, simple, une mission précise, ciblée, intégrable à des sites préexistants, tout va bien. Framework, pas du tout. Donc, vous comprenez que là, non seulement on vire tout ce que vous connaissiez, mais en plus, c'est plus une librairie, ça devient un framework. Bon, là, déjà, les développeurs, ils sont en quasi syncope. Et derrière, le troisième péché capital à l'époque, qu'est-ce que c'était? Ça sera plus du JavaScript, ça sera du TypeScript. Alors attention, en 2014, TypeScript, c'est inconnu au bataillon, c'est très récent. Alors évidemment que Google sait très bien où il va avec ça, mais pour les développeurs de la communauté, c'est incroyable. Donc vous virez tout ce qu'on connaissait pour faire que des choses nouvelles. 2, c'est plus une librairie, c'est un framework. Et alors 3, vous nous achevez, c'est pas du JavaScript, c'est un langage obscur qu'on connaît pas encore, qui est du TypeScript. Forcément, le constat est là, les amis. Alors ça n'a rien de scientifique. Si Anis de Defend Intelligence, il me voit, là, il doit se tirer les cheveux. Ce sont des questions posées sur Stack Overflow à propos d'AngularJS en rouge, de React en bleu, d'Angular 2, donc Angular, la deuxième version, le framework, en vert, et de Vue.js en orange. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'à partir de 2016, AngularJS, ça décline, et puis c'est normal. Pourquoi vous voulez que je m'intéresse et que je pose des questions Stack Overflow sur AngularJS, alors que finalement, il y a d'autres technos, comme le Angular 2. Mais on constate surtout que la déclinaison d'AngularJS ne profite pas du tout à Angular 2. La déclinaison de AngularJS profite à React et à Vue.js. Donc ça veut dire qu'on peut, encore une fois, c'est pas scientifique, mais on peut extrapoler, on peut imaginer que finalement les développeurs déçus du changement qui a été produit, au lieu de se reporter sur la version 2 d'Angular, se sont reportés sur des technologies comme React ou comme Vue.js. Et Angular 2, lui, il a été boudé, marginalisé, on a dit on veut pas de toi. Alors, avec tout ce que je vous ai raconté, vous devez vous dire, mais attends, mais avec tout ce qu'il vient de nous dire, est-ce que c'est encore quand même possible d'aimer cette daube? Eh bien, moi, je vais vous dire, selon moi, c'est une hypothèse, c'est une thèse que je vais développer, tous les péchés que je vous ai présentés étaient des péchés, c'est vrai, en 2014. Donc, toutes ces problématiques étaient problématiques en 2014, au moment de l'annonce, mais aujourd'hui, ce sont des avantages. Et je vais développer. Vous vous rappelez du premier péché qui était de dire, on va supprimer tout ce qu'il y a dans Angular V1 et on va faire d'autres choses? Eh bien, moi, je vais vous dire, c'était un avantage. Au revoir, AngularJS, tu nous manqueras pas, bro. T'étais nul. C'était nul, AngularJS. Alors, attention, qu'on se comprenne bien. La librairie prise seule était sublime. C'était superbe ce qu'on pouvait y faire. Par contre, la librairie prise dans son écosystème, c'est-à-dire en mettant React à côté et Vue.js à côté, c'était naze, c'était nul. AngularJS aurait de toute manière fini par être écrasé par les concurrents. Tout d'abord, il y avait un système de scope qui était imbitable, c'était claqué. Il y avait une prise en main complexe par rapport aux deux autres librairies qui, je vous le rappelle, remplissaient les mêmes missions. On n'est pas sur des librairies différentes, on est sur 3 librairies dont l'objectif est le même, d'accord? Et donc, forcément, au bout d'un moment, la librairie aurait fini par être évacuée du marché. Alors regardez, ça c'est un screenshot que j'ai pris d'un site de comparatif de trends, vous savez en gros des technos, lesquels sont les meilleurs, lesquels sont les plus populaires, les plus utilisés. Et ne croyez pas que ça date d'aujourd'hui, ça c'était fin 2014. Avant même donc l'annonce de Google de Angular 2 et avant même bien sûr la sortie d'Angular 2. Vous voyez que AngularJS était déjà en descendant et c'est normal, vous êtes développeuse, vous êtes développeur. On vous dit, trouve-moi une librairie dont la mission est de gérer mieux le DOM et les événements. Ok, très bien, il y en a 3 sur le marché, vous n'allez pas choisir la moins bonne. Donc Google a eu raison, c'était évident, ils avaient la moins bonne techno, évidemment prise seule, elle était cool, mais dans l'écosystème, c'était la moins bonne, un point c'est tout. Donc le premier péché qui était de dire on dégage tout ce qu'il y a dans Angular V1 et on fait autre chose, était juste, il fallait changer son fusil d'épaule et Google a eu raison. Deuxième avantage, vous allez vous rappeler, j'ai dit, c'est plus une librairie, ça devient un framework.
Mais pour moi, en tout cas, personnellement, et pour beaucoup d'autres utilisateurs, c'est un super avantage. Enfin, on a un framework, pas juste une petite librairie qui nous aide sur une mission. Là, on va avoir un cadre, on va avoir des outils. Enfin, on s'intéresse. Alors moi qui suis développeur back-end depuis des années, j'ai toujours travaillé avec des frameworks. Sur Java, j'ai travaillé avec Spring, avec Struts. Sur PHP, j'ai travaillé avec CodeIgniter, j'ai travaillé avec Cake PHP, j'ai travaillé avec Symfony, avec Laravel. On travaille toujours avec des frameworks, ça nous facilite la vie, ça nous donne des outils, ça nous donne un cadre. En front, on a toujours eu un peu cette logique de la liberté. Chacun prend les bibliothèques qu'il veut, et puis on choisit, on se fait nos propres petites stacks, nos cocktails. Mais pour une fois, on venait nous dire, les amis, on a un framework pour le front, pour créer de belles applications réactives. C'est magique. On a des conventions, on a des organisations, on a enfin de l'inversion de contrôle, de l'injection de dépendance, tous ces concepts qui n'existaient pas en réalité. Et on a bien sûr des outils intégrés. Rappelez-vous, le framework prend toutes les missions. Donc, c'est pas une mission, c'est toutes les missions que le framework va vouloir prendre en charge. Troisième péché, vous vous rappelez, on avait refondu AngularJS qui était du JS en Angular 2 qui était fait en TypeScript et les gens avaient boudé pour ça. Mais ça aussi, c'est un avantage, évidemment. Aujourd'hui, TypeScript, ça pose plus de questions. Tout le monde, plus ou moins, s'accorde à dire que c'est beaucoup mieux de faire du TypeScript que de faire du JavaScript. Le TypeScript nous apporte un typage fort, une détection des erreurs dès la compilation. Ça nous apporte bien sûr la programmation orientée objet, donc les abstractions, l'encapsulation, l'héritage. Ça nous apporte aussi même des décorateurs, le métaprogramming. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais grosso modo, il y a même des gens qui, depuis quelques années, alors on ne sait pas exactement à quel moment ils auront raison ou pas, s'évertuent à prédire que d'ici quelques années, d'ici 5 ans, personne fera du JavaScript. Tout le monde fera du TypeScript. Donc finalement, ce qui était très discutable en 2014, le choix de TypeScript, aujourd'hui, en 2021, ne pose quasiment plus question à personne. Évidemment que c'est fait en TypeScript. Et alors, tant mieux quelque part, c'est très bien. Donc maintenant, je vous ai montré que tous ces péchés qui étaient effectivement des problématiques à l'époque, aujourd'hui ne devraient pas vous empêcher clairement de tester au moins la technologie et d'essayer de voir à quoi elle peut vous amener. Alors, comment ça fonctionne cette technologie? Donc, on est un peu comme sur les autres technologies front-end, sauf que le but ici est clairement d'enrichir le langage HTML. En gros, Angular, ça va vous permettre de créer de nouvelles balises et même de nouveaux attributs que vous pourrez utiliser dans votre code HTML. C'est aussi con que ça. Alors, il y a 3 concepts à connaître. Grosso modo, je ne fais pas un tuto, mais je vous présente quand même la technologie. Ces 3 technologies à connaître, c'est les directives d'attributs qui vont vous permettre de créer de nouveaux attributs. Alors, je ne sais pas si vous voyez là en bas, le paragraphe, il a un attribut que j'ai créé, il n'existe pas en HTML, c'est un attribut highlight et vous pouvez lui donner une couleur. Et qu'est-ce qui se passe? Tous les éléments à qui je vais poser cet attribut, j'ai fait en sorte dans mon code que quand on passe la souris dessus, eh bien, le fond devienne de la couleur qui a été précisée. Plus sympa encore, j'ai créé un nouvel attribut aussi qui n'existait pas. Donc, j'ai codé un attribut qui s'appelle should_confirm. Et vous le voyez sur le lien du haut. Et should_confirm, il prend un message, n'importe lequel. Et j'ai expliqué à Angular que tous les éléments qui auraient cet attribut, eh bien, tout simplement, quand on va cliquer dessus, on aurait une alerte. Et là, comme c'était un lien vers Twitter, j'ai bien fait attention de dire à l'utilisateur, fais attention, est-ce que tu es sûr de vouloir aller sur la poubelle du web? C'est important d'être au courant où tu mets les pieds. Alors ensuite, vous avez les directives structurelles. Donc là, encore une fois, on est sur de nouveaux attributs qui n'existent pas en HTML, qui sont livrés par Angular et qu'on va aussi pouvoir créer si on souhaite créer une directive structurelle. Ce sont ces fameux étoiles NG4 que vous voyez ici sur le LI et qui nous permet de faire en sorte que ce LI se répète pour chaque slide dans un tableau de slides. Donc ça va nous permettre d'amener du dynamisme de la boucle, tout simplement, de l'itération dans nos templates HTML. Vous avez l'étoile ngIf qui, lui, va plutôt nous dire cette div n'existera que si la variable âge est inférieure à 18. Donc, on amène aussi du conditionnel dans notre structure HTML. Et enfin, la principale partie d'Angular, ce sont les composants. C'est la possibilité pour vous, développeuses ou développeurs, de créer de nouvelles balises HTML, tout simplement. Alors ici, je vous montre un exemple. J'ai codé des balises avec des comportements, avec des rendus particuliers qui s'appellent user profile avec ses propres attributs, une autre balise user avatar avec ses propres attributs et user job. Et tout ça, je peux m'en servir pour composer des écrans grâce à du coup des balises qui n'existent pas en HTML, mais qui existent pour tous les développeuses et développeurs de mon projet. Ils pourront utiliser dans leur fichier HTML ces syntaxes-là, ces nouvelles balises que j'ai créées facilement grâce au framework. Alors le comportement réactif, ça, j'y passe rapidement parce que c'est la même chose que ce que je vous ai expliqué au début. Dans un composant ou une directive Angular, vous avez 3 piliers, entre guillemets. Vous avez le rendu qui est codé en HTML, la mise en page codée en CSS et bien sûr, les données et les traitements sont codés en TypeScript. Et toujours, comme je vous l'ai montré en tout début de conférence, le TypeScript va pouvoir envoyer des informations
au sein du HTML. Et puis, lorsqu'il y aura des événements qui vont se produire, lorsque l'utilisateur, ma petite sœur, va cliquer quelque part, va taper quelque chose dans un formulaire, eh bien, on va pouvoir faire appel à des traitements de TypeScript, tout simplement pour faire des traitements, éventuellement changer de page, éventuellement prévenir l'utilisateur qu'il y a un problème, etc., etc. Alors, encore une fois, je vous ai dit très peu de code dans cette conférence, je voulais que ça reste ouvert, mais il y avait quand même quelque chose qui me tenait à cœur, c'est une espèce de légende, entre guillemets, sur la surcomplexité d'Angular. Ici, alors c'est un peu petit, donc essayez de zoomer sur votre écran, je vous ai fait deux composants qui sont strictement identiques, c'est-à-dire que le rendu pour ma petite sœur sur son navigateur, c'est la même chose. C'est un compteur qui va vous permettre de incrémenter un compteur avec un bouton. À gauche, vous avez celui de React, à droite, vous avez celui d'Angular. Alors évidemment, on voit peut-être une surcomplexité un tout petit peu au niveau d'Angular à cause du décorateur, mais finalement, c'est pas si compliqué que ça. Et plus encore, même s'il y a un petit peu plus de lignes à droite du côté d'Angular, j'aimerais pour les débutants, en fait, pour qu'on comprenne que dans React, pour que le même composant fonctionne, vous avez besoin de faire appel à une cognition quelque part de tout le phénomène de state, donc utiliser des états, mettre à jour l'état, etc. Ce que vous pourriez faire avec Angular, mais vous n'avez pas besoin, parce que dans Angular, regardez, il vous suffit d'avoir une information count quelque part, et quand vous incrémentez le compteur, le système de détection de changement d'Angular va faire en sorte que il n'y aura pas besoin de faire appel à ce système d'état. Voilà, c'était le seul code que je voulais vous montrer, la seule partie un peu compliquée de cette conférence. Alors bien sûr, Angular vient tout équiper, hein. Tout d'abord, il vous apporte une CLI. Qu'est-ce que c'est une CLI? C'est un outil en ligne de commande qui va vous aider dans vos projets à générer des composants, des directives et toute autre sorte de fichiers que vous aurez pu écrire à la main. Angular vient avec un système incroyable d'injecteurs de dépendance, et ça fait plaisir pour tous les amoureux justement de l'inversion de contrôle et ce genre de concept. Ben, vous regarderez éventuellement, si ça vous intéresse, ce dont je vous parle. Ça vient bien sûr avec des systèmes de formulaires et de validation de formulaires, c'est déjà intégré. Toutes les processus asynchrones sont gérés via cette incroyable librairie qui s'appelle RxJS et qui est utilisée au cœur d'Angular. Vous avez un système de pipe qui vous permet de gérer le formatage des données dans le visuel. Angular apporte aussi éventuellement, effectivement, un routeur. Donc, enfin, on va s'intéresser au routage directement dans le framework, donc ces fameuses gestions d'URL et d'affichage. Mais on vous apportera en plus de ça des utilitaires de test et évidemment, rappelez-vous, les trois piliers, le rendu, mais aussi le routing avec les URL et enfin les requêtes HTTP. Angular vient avec son propre client HTTP. Alors maintenant, qu'est-ce que peut vous apporter Angular si vous êtes junior? Tout d'abord, si vous êtes junior, Angular va vous faire découvrir ou tout du moins améliorer votre niveau en TypeScript. Si vous ne connaissez pas TypeScript, ou que vous voulez vous améliorer dans TypeScript, faites du Angular. Vous allez en bouffer puisque tout est écrit en TypeScript. Et donc, vous allez pouvoir avoir des syntaxes un peu bizarres, des lignes un peu bizarres, vous posez la question qu'est-ce qu'elle veut dire cette ligne, etc. Et donc, évoluer sur votre niveau en TypeScript. Deuxième chose, vous allez enfin, pour les juniors en tout cas, découvrir ou améliorer ce que vous savez des véritables frameworks orientés objets. C'est quoi l'inversion de contrôle, les pratiques solides, les bonnes pratiques. Pourquoi ici j'utilise une abstraction, une interface ou pourquoi pas? Et toutes ces questions vont améliorer votre compréhension et votre niveau en termes de programmation orientée objet et de bonnes pratiques. Enfin, tous les processus asynchrones qui sont gérés via RxJS, ça va vous permettre d'améliorer un peu, parce que l'asynchrone, c'est compliqué pour les juniors. Une action qui n'est pas encore finie, elle sera finie plus tard, comment ça marche, etc. Là, vous allez encore une fois en bouffer, donc vous allez pouvoir augmenter votre niveau là-dessus. Et enfin, qu'est-ce que ça peut vous apporter si vous êtes confirmé? Mais si vous êtes confirmé, n'hésitez pas. Si vous aimez les frameworks, vous aimez Symfony en back-end, faites du Angular en front-end, vous ne serez pas dépaysé. C'est la même chose. Vous aurez des outils de test dédiés super développés. Ça vous permet même de faire du test-driven development, pour ceux qui sont le plus avancés là-dessus. Vous aurez évidemment un système d'injecteur de dépendance simple, flexible et surtout très novateur, je trouve, par rapport à ce qu'on trouve dans Laravel ou Symfony, du côté back-end. Et enfin, bien sûr, pour les gens qui aiment bien les frameworks, parce qu'ils aiment bien la maîtrise totale du processus, là, vraiment, depuis la requête HTTP qui va chercher des données jusqu'à l'affichage devant le visage de ma petite sœur au niveau du navigateur, vous aurez tout géré de A à Z. Alors, n'hésitez plus, lancez-vous, il vous suffit de ces quelques lignes-là, vous installez la CLI d'Angular, vous lancez ng new pour créer une application, vous rentrez dedans, vous lancez l'application sur votre navigateur, et vous commencez à coder. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette conférence et toujours,
après avoir fait une conférence, après avoir parlé d'un sujet, je vous donne des sources pour en apprendre un peu plus et je vais vous donner notamment les 3 personnes qui m'ont le plus influencé, qui m'ont le plus apporté pendant moi-même le moment où je me formais en Angular. Tout d'abord, le fameux Maximilien Schwarzmüller de la chaîne Academind. Allez-y, il fait toutes les formations, enfin il fait plein de formations sur Angular, React et plein d'autres technos. Vous le trouvez sur Udemy, mais je vous conseille plutôt pour l'encourager de prendre ses formations sur son propre site. Vous avez Todd Moto, quelqu'un qui travaille chez Google, il me semble, et qui fait ultimatecourses.com avec de très très belles ressources sur Angular. Et vous avez enfin Mosh Hamedani sur le site codewithmosh.com. Allez-y, c'est vraiment des superbes formations qu'ils vous offriront, une très bonne pédagogie. Et vous allez, avec ces 3 personnes-là, c'est sûr, vous allez exploser dans le game Angular. Alors bien sûr, je ne m'interdis pas, d'ici quelques mois, quelques années, pourquoi pas, hein, sur ma plateforme Web Develop Me. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, au niveau francophone, il y a aussi d'autres ressources, mais je ne vous les conseille pas parce que je ne les ai pas vues, donc je ne peux pas vous les conseiller, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas bonnes. Essayez de voir sur Udemy ou sur d'autres plateformes si vous trouvez des auteurs francophones, des créateurs francophones qui pourront vous apprendre Angular. Et donc, je vous remercie encore. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence et merci encore à notre cher ami Graven d'avoir organisé la 5conf. Donc, non seulement je vous remercie, mais je vous encourage à faire du Angular et je vous souhaite de bien vous développer.